Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et ça y est, nous sommes au mois d'octobre. Octobre a une mauvaise réputation en bourse. On pense tout de suite à 1929, à 1987 et plus près de chez nous, un crash que j'ai très bien vécu vu que ça a été mon premier, celui de 2018. Mais est-ce que le mois maudit est vraiment l'un des pires mois pour le marché, ou est-ce surtout une histoire qu'on se raconte parce qu'elle marque les esprits? Dans cette vidéo, on va regarder les chiffres d'octobre sur le S&P 500 ces dernières années, comprendre pourquoi ce mois est souvent mouvementé, se replonger il y a 7 ans dans octobre 2018, puis voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette année 2018, ce que j'ai appris moi pendant cette époque, qui pourrait servir de miroir pour comprendre 2025. Quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences, est-ce que ça peut impliquer pour nous investisseurs? D'abord, un mot sur l'idée reçue. Si on prend du recul, octobre n'est pas systématiquement catastrophique. Il y a peut-être du rouge, il y a peut-être du vert, et surtout, il y a une tendance à être plus volatile que la moyenne, parce qu'il concentre beaucoup de catalyseurs. Gardez ça en tête pendant qu'on passe aux chiffres. Regardons maintenant les performances d'octobre sur le S&P 500 année après année depuis 2018. En 2018, octobre était très brutal, environ moins 7% sur le mois. C'est l'épisode que beaucoup appellent encore octobre rouge. En 2019, au contraire, octobre était très positif, aux alentours de plus 1 à 2%. En 2020, contexte préélectoral américain et la deuxième vague du Covid ont pesé. Et octobre s'est soldé par une baisse d'environ 3 à 4%. En 2021, retournement spectaculaire, octobre a été l'un des meilleurs mois de l'année, autour de plus 6 à 7%. En 2022, après un septembre très faible, on a eu un vrai rebond en octobre, proche de plus 8%. En 2023, on a basculé dans le rouge, environ moins 2%, après un été déjà hésitant. Et en 2024, octobre a été légèrement négatif, autour de moins 1%. Ce panorama raconte deux choses simples. Octobre n'est pas condamné à être le pire mois, et de deux, c'est un mois qui amplifie les tendances du moment, soit en les plongeant, soit en les inversant, parce que beaucoup d'informations critiques tombent en même temps. Pourquoi octobre bouge-t-il autant? 3 raisons principales. La première raison, le calendrier des entreprises. Octobre, c'est le début du 4e trimestre et la période où tombent les publications du 3e trimestre, avec des guidances mises à jour. Autrement dit, c'est le mois où les dirigeants valident ou corrigent la trajectoire de l'année et donnent le ton pour la fin de l'exercice. Une bonne ou une mauvaise surprise, et c'est tout le secteur qui se réévalue. Deuxième raison, la macro et la banque centrale. L'économie ne s'arrête jamais, mais à l'octobre, on a souvent des décisions ou des signaux de politique monétaire qui arrivent juste avant les fêtes, et des statistiques clés sur l'inflation, l'emploi, la croissance, le marché réévalue alors le prix de l'argent. Est-ce qu'on a encore des hausses de taux à digérer? Est-ce qu'on a des baisses en vue? Et est-ce que le bilan de la Banque centrale se contracte ou se détend? Ces questions en octobre peuvent changer l'appétit pour le risque du jour au lendemain. Troisième raison, la plus importante, c'est la psychologie. Les grands crashs historiques qui ont marqué les mémoires, comme la mienne avec celui de 2018, se sont souvent produits au mois d'octobre. Même si les statistiques n'en font pas le pire mois, je vous avais expliqué dans une des dernières vidéos que j'ai faites, c'est septembre, les investisseurs arrivent souvent avec le bagage mental. Résultat, la nervosité est les plus élevée. Les stops sont les plus proches et la volatilité réagit au plus vite. Passons maintenant à l'étude de cas de 2018. C'est un épisode instructif parce qu'il combine 3 ingrédients. Côté politique monétaire, la Fed, la Réserve fédérale américaine, était en mode restriction. Plusieurs hausses de taux cette année-là et une réduction du bilan déjà engagé. Autrement dit, on enlevait de la liquidité du système tout en renchérissant le coût du capital.
Côté macro-commerce, pour ceux qui s'en souviennent, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ajoutaient une touche d'incertitude, notamment sur les valeurs technologiques et industrielles. Et côté sentiment, on sortait d'une longue phase de marché portée par les méga-caps de la tech, tels que Apple, Google et Amazon. Les valorisations étaient étirées, donc sensibles à la moindre déception. Le cocktail a donné un mois d'octobre autour des moins 7%, avec une volatilité qui s'est emballée et une fin d'année compliquée. Pourquoi 2018 est-il un bon miroir pour réfléchir à 2025 ? Parce que dans les deux cas, le marché est fortement influencé par quelques grands thèmes. La politique monétaire, les concentrations des performances sur les très grandes valeurs que sont Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, mais il y a aussi des grandes différences qui comptent. Côté ressemblance d'abord, les deux contextes. La technologie et la méga-capitalisation pèsent lourd dans la trajectoire de l'indice. Quand quelques gérants tirent l'ensemble, l'indice devient plus sensible à la moindre révision d'anticipation sur les bénéfices. La régularisation ou la demande, autre ressemblance, l'importance de la narration dominante. En 2018, c'était l'impact des hausses de taux et tarifs douaniers. En 2025, la narration est bien plus orientée autour de l'intelligence artificielle, la productivité et de la trajectoire future des taux. Dans les deux cas, ce sont des récits puissants qui peuvent créer des exagérations à la hausse comme à la baisse. Côté différence, la plus importante tient à la direction politique monétaire. En 2018, la Banque centrale durcissait les conditions financières. C'est un vent de face pour les actifs risqués. En 2025, le débat est plutôt à quel rythme et jusqu'où la Banque centrale ajustera-t-elle ses taux à venir ? Et comment elle gère son bilan. Le marché aujourd'hui navigue entre espoir d'un atterrissage en douceur et la crainte que la croissance ou l'inflation surprennent encore. Ça n'est pas la même configuration de départ que 2018, même si l'issue à court terme dépendra là encore des données et le ton de la Banque centrale. Autre différence, la composition des moteurs de bénéfices. En 2018, beaucoup d'entreprises s'adaptaient à la hausse du coût du capital et à l'incertitude commerciale. Aujourd'hui, la question est plutôt combien de secteurs au-delà des géants de la tech et de la santé peuvent prendre le relais. Si la diffusion des gains s'élargit, le marché devrait être plus résilient. Si elle reste concentrée, il reste vulnérable aux surprises. Ajoutons un point sur la saison des résultats. Octobre est un test de réalité. Après des mois de narration macro, ce sont les chiffres qui parlent. Marge, guidance, commande, capex. Tout ce qui confirme ou infirme les belles histoires. Et c'est souvent là que se joue la différence entre une très simple consolidation et une vraie correction. Alors, est-ce que ce parallèle de 2018-2025 peut-il vous apprendre de pratique ? 3 idées sans donner de conseils individuels. La première idée, ne pas surinterpréter la saisonnalité. Oui, octobre a une mauvaise presse, mais il a offert récemment de très beaux rebonds, comme de gros trous d'air. Autrement dit, se préparer au mouvement. La volatilité peut rémunérer ceux qui sont disciplinés, mais elle punit les décisions émotionnelles. Deuxième idée, se concentrer sur les catalyseurs concrets. Quelles sont les dates de la publication de grandes valeurs de vos portefeuilles ? Quel est le prochain rendez-vous de la Banque centrale ? Quelles statistiques risquent de changer le narratif ? L'inflation, l'emploi ou la croissance ? Vous ne contrôlez pas le marché, mais vous pouvez contrôler votre calendrier d'attention. Troisième idée, gérer le risque avant qu'il se manifeste. La diversification est de taille. Des positions comptent toujours, mais particulièrement en octobre. Si vous utilisez des couvertures, elles coûtent moins cher quand la volatilité implicite est encore raisonnable. Mais une fois que le marché a déjà décroché, et si vous suivez les scénarios, écrivez-les à l'avance.
Que faites-vous si une valeur pilier de votre portefeuille, telle que pour moi Tesla ou Palantir, déçoit de 10% sur ses résultats? Que faites-vous si au contraire elle surprend à la hausse? Décider à froid, c'est se protéger du stress à chaud. Pour conclure, je dirais ceci. Octobre fait peur parce qu'on se souvient des mauvais souvenirs. Mais si on regarde les données, on voit surtout un mois de vérité, un mois d'ajustement, où les récits rencontrent les chiffres. 2018 nous rappelle à quel point la politique monétaire et la liquidité peuvent dominer le reste. 2025 ajoute un autre étage. La question de la diffusion des gains, au-delà des méga caps, et la crédibilité des promesses de productivité. Est-ce que ce sera un octobre rouge, vert ou simplement agité? Personne ne le sait à l'avance. En revanche, vous pouvez vous y préparer. En regardant les chiffres, en connaissant le calendrier de publication des résultats et en restant discipliné. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ce mois d'octobre. Attendez-vous une consolidation saine, un nouveau plus haut ou un test de stress? Et si cette vidéo vous aide à prendre de recul, likez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve plus vite pour le débrief des premières publications du semestre. C'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé un format un petit peu différent que d'habitude. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et n'oubliez pas, lorsque vous investissez en bourse, vous devez être capable de faire votre propre analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!